Devenir esthéticienne, travailler dans l'un de ces nombreux salons de beauté qu'on trouve à Haïti, c'était le rêve d'Islande Lapen. Avant le tremblement de terre du 12 janvier, elle était en formation. Ce jour-là, les murs de sa maison se sont écroulés sur elle. Islande n'a eu qu'une fracture. À l'hôpital, elle n'a pas été prioritaire. Après une longue semaine d'attente, c'était trop tard. Il a fallu l'amputer. Réapprendre à marcher, à vivre avec une prothèse, ce n'est pas facile. Pour Islande, aujourd'hui, c'est le tout premier essai de sa prothèse. L'équipe de handicap international sur place a pu répondre à l'urgence dès les premiers jours. Une centaine de personnes travaillaient déjà à Haïti avant le séisme. La production d'appareillages temporaires pour les personnes amputées a commencé dès février. Handicap International a une grande habitude des situations de séisme. Voici d'ailleurs ses interventions d'urgence les plus récentes. Après l'appareillage, il faut un travail thérapeutique de plusieurs années. Chez Myriam aussi, tout a commencé avec une fracture, mais après une première opération ratée, la plaie s'est infectée. Quelques jours plus tard, il a fallu amputer. Pour sauver son fils, Myriam a risqué sa propre vie. Je ne voulais pas que mon fils soit blessé. Donc je suis obligée de prendre le choc pour lui parce qu'il n'allait pas pouvoir supporter ce choc. Parce que si le bloc lui était tombé sur la tête, il serait mort, ça c'est sûr. Jusqu'ici, la société haïtienne était impitoyable avec les handicapés qu'elle surnomme les cocobés, les bons à rien. Mais avec le nombre impressionnant de victimes, avec l'omniprésence des personnes amputées, les choses changent. Le fait d'être amputé, ça ne veut pas dire que la vie soit finie, au contraire, la vie doit continuer. Donc, je l'accepte. En fait, je m'accepte comme je suis, tout d'abord. Aujourd'hui, en Haïti, 450 personnes travaillent pour Handicap International. Des kinésithérapeutes, des appareilleurs, des ergothérapeutes ou des psychologues. Au centre d'appareillage de Handicap International, nous retrouvons Islande. La jeune femme a 19 ans, elle veut vivre normalement, travailler, se construire un avenir. 400 prothèses devraient être fabriquées dans cet atelier dans les 6 mois à venir. En attendant, 70 personnes, dont Islande, ont déjà pu recevoir un appareillage temporaire. Plus vite la personne est appareillée, plus vite en fait on a la possibilité de travailler sur ce moignon. Et également aussi tout ce qui est le fait d'appareiller la personne, avoir cette prothèse qui se trouve sur le moignon, permet à la personne d'avoir une vision d'elle-même qui est déjà tout à fait positive. Et puis au niveau de l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Tu mets la jambe, tu bloques, voilà, et tu poses. Islande aura besoin de patience. De très nombreuses séances de kinésithérapie vont être nécessaires. Il lui faudra aussi un moral d'acier pour vaincre les douleurs obsédantes du membre fantôme. Voilà. Dans quelques mois, elle recevra un appareillage plus esthétique et définitif. Tu vois ? Ok. Je n'arrive pas à appuyer trop sur la prothèse. Pourtant, je n'ai pas peur. Maintenant, j'ai la chance de revivre ma vie comme avant, comme tout le monde. On estime jusqu'à 5000 le nombre des amputations. Un chiffre énorme, inhabituel, comparé à d'autres tremblements de terre. Dans l'urgence, les secouristes venus du monde entier n'ont-ils pas amputé trop souvent? Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées refuse une réponse claire. Il y en a qui disent qu'on aurait pu ne pas avoir tant de personnes amputées. 5000, c'est trop. Il y en a qui disent que c'était évitable. D'autres disent qu'on aurait pu l'éviter. Mais moi, personnellement, en tant que secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Michel Péan met en avant les efforts des autorités. Un projet de loi sur l'intégration des personnes handicapées déjà en cours d'élaboration en 2008 s'est enrichi d'une nouvelle obligation pour l'État d'accorder la priorité aux handicapés pour la distribution des secours et du relogement. Mais dans la boue et la promiscuité des campements, ces Haïtiens amputés n'ont plus d'espoir que dans les ONG et dans l'aide étrangère. Après le séisme, des familles entières ont été séparées. Salver a perdu sa petite fille de 9 ans.
Retirée vivante des décombres de son école, l'enfant a été d'abord emmenée vers un hôpital, puis vers une destination inconnue. Salver a perdu toute trace de sa fille. Les pierres tombaient de partout, elles n'arrêtaient pas de tomber. J'implorais Jésus. Jésus, dis-moi où est ma fille Saïda. Sauve-moi, sauve-moi. Jésus, où est ma fille Saïda? Tout le monde demandait où est Saïda. J'ignorais totalement où elle était. Désespéré, Salver a appelé à l'aide le Comité international de la Croix-Rouge. Alors un jour, la mère de Saïda est venue nous voir. Elle recherchait son enfant. Donc on a pris une demande de recherche et on a commencé à regarder sur nos listes et faire une recherche de Saïda. Des appels ont été diffusés quotidiennement à la radio. Tu vois, comme d'habitude, il y a 20 ans. La Croix-Rouge a axé ses recherches sur les évacuations de blessés à l'étranger. Finalement, le nom de Saïda a été découvert sur une liste d'enfants évacués en Guadeloupe. Plus de 3 mois après le séisme, Saïda a pu enfin retrouver sa mère. En Guadeloupe, la petite fille est restée à l'hôpital, puis dans une famille d'accueil, jusqu'à ce que les autorités françaises l'identifient et la rapatrient par avion à Haïti. Saïda n'oubliera jamais ce 12 janvier. Quand ils m'ont trouvée, il y avait 2 cadavres sur moi. L'un sur ma jambe, l'autre sur ma tête. Quand je suis arrivée à la maison, ma mère a fait à manger pour moi. On s'est raconté des blagues. Je lui ai dit ce que je ressentais et elle a organisé une fête pour moi. Saïda est pleine de projets. Elle n'a pas voulu attendre que son pied blessé soit totalement rétabli pour retourner à l'école. Plus tard, elle veut être médecin. Après le séisme, Saïda est restée enterrée vivante de longues heures dans les ruines de son école. Effrayée quand elle est enfermée, elle préfère l'école sous la tente du campement. Des blessures qui mettront du temps à cicatriser complètement.